Bonjour à tous. Nous sommes donc réunis pour cette première expérience d'un comité de ligne à distance via notre chaîne YouTube de la région Pays de la Loire. Donc je remercie tous les internautes qui sont connectés ce soir pour suivre ce comité de ligne. Vous l'avez compris, nous avions un peu anticipé au cours de ces derniers mois la situation sanitaire. Dans un premier temps, en n'organisant pas, en suspendant nos réunions de comité de ligne. Et entre-temps, nous sommes organisés pour pouvoir réaliser des comités de ligne à distance. Et c'est le premier qui s'est réuni ce soir. Il s'agit donc d'un comité de ligne qui se réunit pour les lignes ferroviaires et routières interurbaines du Nord Vendée et du Sud Vendée. Ce sont des comités de ligne qui devaient se réunir le 29 septembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le 10 décembre au Sables-d'Olonne. Je remercie d'ailleurs François Blanchet et Yannick Moreau qui avaient prévu de nous accueillir dans leur commune pour tenir ces réunions. Elles n'ont pas pu se tenir malheureusement, mais nous les tenons ce soir via notre chaîne YouTube. C'est une première. Je remercie par avance les internautes de leur bienveillance sur le fonctionnement de ces comités de ligne. Nous allons pouvoir démarrer cette réunion. Je vais quand même apporter quelques précisions aux participants. Donc, je suis entouré de personnes qui travaillent au sein des services transport de la région, d'une part, mais aussi des transporteurs qui opèrent les lignes TER et autocars pour le compte de la région. Donc, je salue les représentants des sociétés, donc de la SNCF, des sociétés Lefort et Sauvetour, d'être présents avec nous ce soir. Ils vont nous aider à répondre à vos questions. Je vais faire une rapide présentation des points d'actualité concernant le fonctionnement de nos lignes sur le territoire vendéen. Puis, nous passerons ensuite aux réponses aux différentes questions, soit qui ont déjà été posées sur le site internet Aléop depuis ces dernières semaines, mais également aux questions que vous pourrez poser via l'application de la chaîne YouTube de la région. Donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Ces questions apparaîtront à l'écran, elles seront modérées par des personnes qui sont à mes côtés. Bien sûr, le but, c'est que ces questions concernent les sujets de notre réunion ce soir, soient aussi, bien sûr, respectueuses et claires et concises dans leur formulation pour qu'on puisse y apporter des réponses. Et au fil de la soirée, Michel Sibyl-Bossard, qui est à ma gauche, va pouvoir poser ces questions et puis on s'efforcera d'y répondre. Je précise aussi que, contrairement à ce qu'on fait d'habitude lorsque nous tenons ces réunions en présentiel, nous n'allons pas présenter à l'écran les présentations PowerPoint qu'on présente d'habitude. Celles-ci sont accessibles depuis une semaine, je crois, sur le site Aléop. Vous pouvez toujours y accéder même maintenant. Mais certains d'entre vous les ont peut-être déjà consultées au cours de ces derniers jours. Elles contiennent un certain nombre d'informations que je vais résumer brièvement avant de passer aux réponses aux premières questions qui nous ont été posées. Quelques informations d'abord concernant l'actualité immédiate suite aux annonces du président de la République du retour au confinement. Nous avons décidé de maintenir pour le moment l'offre de transport inchangée pour les prochains jours. D'abord pour permettre à tous les usagers de rentrer chez eux ou d'utiliser les transports comme ils l'avaient prévu dans leur projet. Ensuite, pour voir un petit peu pour pouvoir faire des comptages, notamment le matin et le soir sur nos lignes, pour vérifier en fonction de leur utilisation par les élèves des écoles, des collèges et des lycées, mais aussi par les personnes qui continuent à utiliser les transports pour aller travailler. Nous allons donc continuer à maintenir l'offre de transport pour les prochains jours et nous verrons dans le courant de la semaine prochaine ce que nous pouvons faire, quels horaires nous adaptons pour nous conformer aux contraintes du confinement, mais on aura l'occasion de recommuniquer sur le sujet.
Sinon, s'agissant plus précisément des lignes que nous allons aborder ce soir, elles ont été présentées tout à l'heure à l'écran, mais je rappelle qu'il s'agit des lignes qui font Nantes-La Roche, les Sables, de la ligne qui fait la ligne numéro 9 qui fait Nantes-Luçon-La Rochelle, de la ligne Nantes-Pornic, de la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de la ligne entre La Roche-sur-Yon et Bressuire. Ça, c'était pour les lignes TER. Et puis, nous avons les lignes routières, donc d'autocars, qui relient Nantes à Saint-Jean-de-Mont, Nantes à Noirmoutier, La Roche-sur-Yon à Fontenay-le-Comte, Fontenay-le-Comte à Niort, Fontenay-le-Comte à La Rochelle. Il y a également donc, toutes les lignes interurbaines des réseaux Aléop en Vendée et en Loire-Atlantique, dont on pourra parler, et vous aurez certainement des questions sur le fonctionnement et le service sur ces lignes. Quelques informations d'actualité. Il y a des évolutions de desserte ferroviaire qui concernent principalement Nantes-Pornic et Nantes-Saint-Gilles à venir dans les mois qui viennent. L'offre notamment sera étoffée le week-end à compter de décembre 2020 sur 5 nouveaux services et la prolongation de 3 trains déjà existants dans le périurbain. Ces informations, bien sûr, restent soumises modulo la situation sanitaire actuelle. Nous avons également, vous savez également que, mais on en reparlera peut-être, nous avons lancé une procédure pour préparer l'ouverture à la concurrence des lignes du Sud-Loire, dont font partie les lignes dont nous parlons ce soir. Nous avons, concernant les lignes interurbaines, une restructuration de la grille horaire pour harmoniser l'offre sur tous les jours de la semaine sur la ligne 303 entre Nantes-Pornic et Saint-Michel-Chef-Chef. Sur la ligne 312, il y a une densification des heures creuses, c'est-à-dire qu'on rajoute des circulations pour mieux desservir les heures creuses qui étaient mal desservies entre Saint-Philibert de Grandlieu et Nantes. Et puis sur la ligne express 313 entre Saint-Philibert de Grandlieu et Nantes, il y a un aller-retour supplémentaire qui a été créé en heure de pointe pour compléter notre offre. Sur la desserte de l'aéroport Nantes-Atlantique, les études se poursuivent avec Nantes Métropole pour définir comment nous ferons évoluer la desserte en transport en commun, en particulier depuis le centre de Nantes vers l'aéroport, puisqu'il y a un besoin d'améliorer cette desserte. Voilà quelques informations sur l'actualité. Pour ceux qui s'attendaient à ce que, pour aller au Vendée Globe, il y ait une meilleure offre de train ce week-end, ça ne sera pas le cas, puisque de toute façon, l'État avait demandé que, le préfet avait demandé que la desserte du Vendée Globe ne soit pas trop renforcée, mais compte tenu de la situation, de toute manière, ça n'est plus un problème. Enfin, sur les fréquentations, vous avez dans les documents qui sont sur le site internet pas mal d'informations sur les fréquentations routières et ferroviaires. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Également sur le train des plages, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le sujet. Nous répondrons également aux questions qui sont posées sur la situation de la ligne entre La Roche-sur-Yon et Bressuire, puisqu'il y a pas mal d'inquiétudes sur l'état de cette ligne. On pourra faire le point sur les travaux également entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. Et puis sur les perspectives d'évolution des circulations sur cette ligne lorsqu'elle va rouvrir. Je vous propose qu'on passe maintenant aux questions qui sont déjà assez nombreuses qui nous ont été posées. Et je vais passer la parole à Michèle Sibylle-Bossard pour qu'elle nous pose la première question. Merci Monsieur Brancourt. Donc je vais me faire le porte-parole des questions des usagers que nous avons reçues grâce au formulaire qu'on a mis en ligne depuis le 1er janvier 2020 et qui permet donc de dématérialiser déjà ces réunions. Donc Madame Meyer interpelle la région sur l'iniquité des temps de correspondance pour les personnes qui partent de Châlons, qui vont à Nantes notamment. À quelques minutes près, elle pense qu'il n'y a aucune synchronisation entre les TGV et les TER. Pour rentrer de Paris, par exemple, le week-end, elle est obligée d'attendre 1 voire 2 heures en gare de Nantes avant de pouvoir prendre un car ou un TER à destination de Châlons. Et même chose pour le retour. Résultat, pour venir de la région parisienne, elle perd environ une demi-journée à chaque fois. Et elle demande donc pourquoi on ne pourrait pas décaler tout simplement d'un quart d'heure à 20 minutes les correspondances. Est-ce que c'est si difficile à faire ? Et elle pense que c'est un enjeu économique pour le désenclavement des régions.
et pour coordonner notamment le niveau national et régional. Voilà la première question. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a regardé pour Madame Meyer les correspondances et on est un petit peu surpris de sa remarque parce que les correspondances, la plupart des trains entre Nantes et Challans sont en correspondance avec le TGV et on a des correspondances qui, la plupart du temps, s'échelonnent entre 11 minutes et une demi-heure. Donc, dans le détail, on a 8 services ferroviaires de chaque journée du week-end, c'est-à-dire 4 allers-retours. Sur les 4 allers-retours, il y a un seul service, 1 sur 8 donc, qui n'est pas en correspondance le samedi et un autre le dimanche. De même que pour les services en autocar, il n'y a qu'un seul service pour les 6 services en autocar le samedi qui ne sont pas en correspondance. Donc, a priori, cette problématique de correspondance ne concerne qu'un horaire sur tous les horaires qui sont offerts dans le week-end. Et on invite Madame Meyer à revérifier s'il n'y a pas d'autres horaires sur lesquels elle peut prendre sa correspondance, parce que c'est le cas de la plupart des services qui sont proposés. On va passer à une question de Monsieur Théo Winter. Je suis désolée si j'écorche certains noms. Monsieur Winter habite à Nantes et il travaille à Pornic. Il s'étonne du peu de trains qui circulent sur la ligne Nantes-Pornic. Il pense qu'elle pourrait être beaucoup plus utilisée en augmentant les fréquences et en diminuant les amplitudes horaires. De nombreuses personnes, il trouve que de nombreuses personnes font le trajet Nantes-Pornic tous les jours en voiture parce qu'ils pensent que c'est un mode concurrentiel. Mais face au peu de trains et à des temps de parcours très longs, il trouve qu'il n'y a pas assez de trains pour faire ce parcours. Donc il souhaite améliorer la fréquence des trains sur la ligne Nantes-Pornic. Pourquoi est-ce que pour l'instant il n'y a qu'un seul train le matin? Ce n'est pas adapté à des trajets domicile-travail. Et il souhaite évidemment améliorer les temps de parcours. Il dit donc 1h10 de trajet est fortement rédhibitoire. Alors effectivement, je suis bien informé des attentes de tous les habitants, notamment qui habitent Pornic ou qui vont travailler à Pornic, sur le renforcement des solutions pour améliorer le transport en commun entre Nantes et Pornic. Il y a un point qu'il faut remarquer, c'est que Monsieur Winter, vous allez à Pornic, mais vous habitez à Nantes, donc vous travaillez à Pornic, et c'est le sens de circulation qui concentre le moins de passagers. C'est-à-dire que la plupart des passagers qui utilisent les transports en commun entre Nantes et Pornic, ils le font pour aller à Nantes le matin et en revenir le soir, ce qui fait que l'organisation des transports aujourd'hui ajoute davantage de circulation dans ce sens-là que dans l'autre. Voilà. C'est aussi lié à des contraintes, puisqu'il y a très peu de zones de croisement sur cette ligne qui permettent aux trains de se croiser et donc de rajouter davantage de trains sur le parcours. Et enfin, la ligne est la même entre Nantes et Sainte-Pazanne, puis ensuite les trains se séparent pour aller en direction de Pornic dans un sens, en direction de Saint-Gilles de l'autre. C'est ce qui permet quand même de faire circuler assez de trains. Mais cette séparation, en fait, rajoute un petit peu de temps de parcours dans ce sens-là, puisqu'il y a un temps technique en gare de Sainte-Pazanne pour que les trains se séparent. Et ça rajoute effectivement un petit peu de temps de parcours. Donc on voit que techniquement, on n'a pas encore trouvé la solution pour améliorer le temps de parcours dans le sens de Nantes vers Pornic. Mais on y travaille, sachant que dans les années qui viennent, on espère aussi trouver une solution pour étudier des trains qui s'arrêteraient peut-être pas dans toutes les gares et qui permettraient d'avoir un temps de parcours amélioré entre Nantes et Pornic ou Pornic et Nantes. Ça fait l'objet d'études, mais ça nécessitera d'ajouter plus de trains, ce qui n'est pas encore possible tout de suite. Voilà, on a maintenant une question qui a été posée par une association, la FNOT, Fédération nationale des associations des usagers des transports. Ça concerne toutes les lignes, là. Elle souhaite prioriser, renforcer les dessertes en heure creuse, le soir en particulier, mais le week-end aussi. La FNOT demande si la mise en concurrence de l'exploitation
suffira vraiment à faire un bond en avant suffisant pour améliorer les services. Alors effectivement, l'objectif de la région, c'est d'améliorer le niveau d'offres et le nombre de trains qui circulent dans les heures creuses, c'est-à-dire en dehors de la période très circulée le matin et le soir, correspondant plutôt aux horaires de travail et de sortie des cours. Donc c'est bien notre objectif au niveau de la région d'augmenter le nombre de trains qui circulent. Un des moyens que nous allons utiliser, c'est effectivement d'organiser l'ouverture à la concurrence du réseau, parce que ça va permettre de faire baisser les prix de revient des trains et ainsi les économies réalisées, de les réinjecter dans le système pour pouvoir faire circuler plus de trains. Bien entendu, ça ne sera pas la seule solution pour faire circuler plus de trains en heure creuse. Il faudra aussi qu'il y ait une réorganisation des circulations, de l'utilisation des équipes par les transporteurs, et notamment par la SNCF. Et puis, il faudra faire quelques travaux pour, à certains endroits, faciliter le fait que les trains puissent se croiser. Mais en tout cas, c'est bien l'ambition de la région de faire circuler plus de trains en heure creuse, parce qu'on est convaincu que demain, si on veut que les gens prennent davantage le train, il faut qu'il y ait, idéalement, il faudrait qu'on arrive à ce qu'il y ait au minimum un train par heure dans toutes les gares de la région, tout au long de la journée. Et ça, c'est notre objectif, mais ça va prendre du temps pour se mettre en place. L'ouverture à la concurrence est un moyen pour y parvenir, ça n'est pas le seul. On en est bien conscient. Toujours une question de la FNOT, je crois. Absolument, et on continue sur la thématique desserte d'ailleurs. Donc là, c'est une question qui concerne la ligne Nantes-La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne. Donc la FNOT a noté de nombreux creux horaires d'environ 3 heures. Par exemple, entre les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, il n'y a aucun TER qui ne circule entre 9h23 et 12h13. Entre La Roche-sur-Yon et les Sables, aucun TER entre 9h59 et 13h25, mais aussi entre 13h25 et 16h25. Et par ailleurs, donc, constatant d'ailleurs ces creux horaires, la FNOT propose la création de nouveaux services avec l'amélioration des dessertes le soir pour rentrer des Sables et de La Roche-sur-Yon, avec par exemple la création d'un TER qui partirait à 19h58, des arrêts plus systématiques dans la gare d'Olonne-sur-Mer en lien avec la desserte urbaine. Et puis la FNOT dit qu'elle a constaté, donc elle connaît bien sûr les contraintes liées à l'exploitation des trains en voie unique, notamment le croisement en ligne qui n'est possible uniquement à la Motte-à-Chars. Mais elle pense qu'on peut d'ores et déjà imaginer de faire circuler 3 nouveaux TER. Par exemple, les Sables 10h48, La Roche-sur-Yon 11h20, La Roche-sur-Yon 11h25, les Sables 11h58, ou La Roche-sur-Yon de 14h58, arrivée les Sables 15h32. Voici les nombreuses propositions de la FNOT. Donc merci à la FNOT pour ces propositions qui vont bien dans le sens d'améliorer la desserte pendant les heures creuses. Donc comme j'ai pu l'expliquer auparavant, un des principaux obstacles au fait de rajouter des trains en heures creuses, c'est le coût supplémentaire que ça représente, compte tenu du fait que le budget de la région est déjà largement consacré à la circulation des TER. Donc malgré tout, nous avons étudié un certain nombre d'améliorations que nous sommes en train de négocier avec la SNCF dans le cadre de la préparation des prochaines années, de la négociation budgétaire des prochains exercices. Et on a bon espoir que sur certains des horaires qui sont demandés, notamment les 2 premiers, qui sont les Sables 10h48, La Roche-sur-Yon 11h20, et puis La Roche 11h25, les Sables 11h58, on a bon espoir de réussir à faire circuler des trains si on arrive à se mettre d'accord budgétairement avec notre transporteur. Ceci étant, il y a aussi des moments où il n'est pas possible, sur les horaires qui sont demandés par la FNOT, de faire circuler des trains, parce que ce sont ce qu'on appelle dans le jargon ferroviaire des blancs travaux, c'est-à-dire des plages de temps pendant lesquelles SNCF Réseau circule sur les voies, soit à pied, soit avec des véhicules, pour inspecter les voies et faire des menues réparations.
Et pendant cette période-là, il ne faut pas qu'il y ait de trains qui circulent pour éviter de mettre en danger la sécurité des employés, des personnels de SNCF Réseau. Donc pendant ces périodes, c'est compliqué de faire circuler des trains. Enfin, il y a aussi, dans certains cas, un besoin de réorganiser le travail des agents parce que, notamment en soirée, eh bien, il n'est pas toujours prévu qu'au-delà d'une certaine heure, il y ait des conducteurs pour faire circuler les trains. Ça fait aussi partie des choses qu'il faut faire évoluer dans les années qui viennent avec la SNCF et la région pour mieux étendre les horaires de circulation des trains sur le réseau. Concernant les arrêts supplémentaires à Olonne-sur-Mer, là aussi, nous sommes en train d'étudier avec SNCF que ces arrêts, au moins en partie, puissent être réalisés. Ça nécessite de faire attention notamment aux correspondances avec les TGV, puisque en gare de Nantes, si on fait ces arrêts, il peut y avoir des impacts sur la capacité à prendre certaines correspondances. C'est pour ça qu'il y a des études en cours. Mais on a bon espoir de pouvoir augmenter le nombre de trains qui s'arrêtent à Olonne-sur-Mer à l'avenir. Toujours une question de la FNOT. Oui, mais juste avant, si vous permettez, Monsieur Brancourt, je voulais rappeler aux personnes qui nous regardent, aux internautes, qu'ils n'hésitent pas à intervenir au travers du chat, non pas dans les commentaires, parce que malheureusement, on ne peut pas les voir. Donc, surtout, utilisez la fonctionnalité des chats. Voilà, c'est un rappel utile, je pense. Mais donc, on passe à la question de la FNOT, qui concerne la ligne Nantes-Pornic, Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'association demande si la région a l'intention de renforcer la desserte périurbaine et propose la création d'une nouvelle halte ferroviaire à Bouguenais pour desservir cette commune, bien sûr, mais aussi la zone d'activité et l'aéroport Notre-Dame d'Atlantique. Alors, c'est l'aéroport de Nantes-Atlantique. Pardon. Mais ça aurait pu être Notre-Dame-des-Landes, mais ça sera Nantes-Atlantique. Pas de souci. Donc, effectivement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la région étudie avec Nantes Métropole et l'État les moyens d'améliorer la desserte de l'aéroport, puisque désormais, cet aéroport sera durablement situé à cet endroit-là. Et dans le cadre des études que nous conduisons, nous étudions l'intérêt, la pertinence d'ouvrir une halte au niveau de l'aéroport sur cette ligne ferroviaire qui est entre donc Nantes et Sainte-Pazanne. C'est bien quelque chose qu'on étudie. En revanche, il est encore un petit peu tôt pour dire si les conclusions seront favorables à un tel projet. Les conclusions de cette étude sont plutôt attendues pour le début de l'année prochaine. Mais je pense que d'ici le mois de janvier-février, on devrait pouvoir être conclusif, c'est-à-dire faire des choix sur la manière dont on améliorera la desserte de l'aéroport et notamment si oui ou non nous nous engagerons dans un projet d'ouverture d'une halte au niveau de l'aéroport. Alors oui, je voulais aussi juste rappeler que la FNOT, donc Fédération nationale des associations d'usagers des transports, nous fait remonter, non pas uniquement d'ailleurs ses propres interrogations, mais bien sûr l'ensemble des remarques et commentaires que cette association a reçus de la part des voyageurs ligériens. Donc je poursuis avec une question sur la ligne ferroviaire numéro 9, Nantes-Luçon-La Rochelle, qui est actuellement en travaux. La FNOT demande à quelle date la ligne sera réouverte aux services commerciaux et avec combien d'allers-retours par jour, enfin donc le niveau de desserte. Alors je vais peut-être passer la parole à Madame Poiron de SNCF Réseau qui va pouvoir donner des nouvelles sur l'avancement du chantier actuel sur cette ligne. Et puis après, je pourrais peut-être donner des précisions sur la desserte. Alors, concernant le chantier Nantes-Bordeaux, donc sur sa section La Roche-La Rochelle, c'est un chantier qui, en dépit des aléas liés au Covid, fonctionne très bien. C'est un chantier qui est complexe avec de nombreux ateliers. Donc, une organisation assez complexe, mais qui fonctionne très bien. Donc, on a un avancement qui est tout à fait appréciable sur des travaux de voies, des travaux d'ouvrage d'art, de la signalisation, de la gare de Luçon, aussi le souterrain de la gare de Luçon. Enfin, il y a un certain nombre de chantiers élémentaires importants.
On a eu quelques petits soucis, évidemment, comme dans tous les chantiers, liés aux nuisances vis-à-vis des riverains, en particulier des nuisances sonores sur le secteur de Velluire, le secteur de La Roche-sur-Yon aussi, mais ça devrait s'améliorer. Nous avons été obligés de faire un petit peu plus que prévu des travaux de nuit. On devait en faire un petit peu et majoritairement des travaux de jour, mais on a dû faire un peu de travaux de nuit supplémentaires en raison évidemment de retard dû à la crise Covid, mais aussi pour pouvoir, bon après c'est sur des considérations un peu techniques, mais pouvoir travailler dans des conditions climatiques appréciables. Mais sinon c'est un chantier qui fonctionne bien, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, effectivement, comme sur beaucoup de chantiers au moment du premier confinement, désormais, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Voilà. Merci Madame Poiron. D'ailleurs, on va, pour illustrer aussi un peu vos propos et vous parler de la modernisation de la ligne Nantes-Bordeaux, je vous propose de visionner une courte vidéo qui vous en apprendra plus sur le côté partenarial et les types de cofinancement pour la modernisation de cette ligne. La modernisation de la ligne entre Nantes et Bordeaux sur la section La Roche-sur-Yon-La Rochelle doit répondre à 4 objectifs. Le premier, pérenniser la ligne afin de conforter son utilisation dans le transport du quotidien et permettre à terme le développement du trafic. Le deuxième, c'est regagner les 1 heure de temps de parcours qui avaient été perdues en 2015 lorsqu'on avait mis en place les ralentissements pour assurer la sécurité des circulations. Le troisième, permettre à toutes les personnes à mobilité réduite d'accéder à la gare de Luçon en toute sécurité. Et le quatrième, c'est anticiper les travaux de modernisation de la seconde voie qui se feront quand les financements seront réunis. Alors il faut répondre à 2 enjeux majeurs, l'aménagement du territoire et la transition écologique. Et si l'on veut que nos concitoyens retrouvent le goût du train, puisque c'est ça la question sur le trajet Nantes-Bordeaux et plus précisément La Roche-sur-Yon-La Rochelle, il a semblé à l'État et à la SNCF qu'il fallait régler 4 questions. La première, c'est les fréquences, essayer de les doubler. La deuxième, c'est le confort des rames. L'État a investi plus de 200 millions d'euros pour changer complètement les rames et les rendre aux normes actuelles. La troisième question, c'est l'accessibilité pour nos concitoyens en situation de handicap. Ce sera fait. Et puis il y a une 4e question pour le contribuable, pour les finances de l'État, de la SNCF et des collectivités, c'est la performance. Et c'est tout le sens de l'ouverture à la concurrence qui est prévue en 2022 sur ce trajet. Cette ligne est très dégradée, il était vraiment urgent d'agir. Sans cette action, il y avait un risque de fermeture de cette ligne. C'est pourquoi la région des Pays de la Loire investit 23 millions dans la rénovation de cette ligne. Sur cette ligne, nous avons pour ambition d'avoir 2 millions de voyageurs. C'est bien évidemment un enjeu d'attractivité et de développement du territoire. C'est également un enjeu économique et touristique. Et puis enfin, un enjeu de mobilité, notamment pour les trajets domicile-travail. Le projet Nantes-Bordeaux est un projet essentiel, pour lequel on a demandé d'ailleurs que ce soit pris dans le cadre du rapport Philizot comme une ligne nationale. Mais il y a urgence, donc la région participe. Et la région va participer d'abord sur les 100 km entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, avec entre 13 à 14 millions d'euros. Et puis nous sommes en train d'engager les travaux sur Saintes, Bordeaux, sur lequel nous avons mis plus de trains déjà. C'est toute la desserte de la côte et la desserte de villes importantes, la liaison entre 2 grandes métropoles, Nantes et Bordeaux. C'est une ligne historique conçue et construite par les chemins de fer de Vendée avec un tracé très compliqué au milieu du Marais, en très mauvais état, d'où la nécessité de changer la voie, de changer complètement la plateforme. Dans un premier temps, une voie unique avec une commande centralisée, avec 2 points de croisement permettant des échanges corrects, plusieurs types de trafic, des intercités. Nantes-Bordeaux, c'est une ligne importante, historique elle aussi, sur laquelle le gouvernement a décidé d'ouvrir éventuellement à la concurrence, si des concurrents à la SNCF se présentent, du TER naturellement,
également, entre la Vendée et la Charente-Maritime et Nantes et Bordeaux. Et puis nous sommes intéressés également à terme par une desserte périurbaine de La Rochelle avec des haltes qui pourraient se créer entre Maron et La Rochelle et qui apporteraient vers La Rochelle une clientèle de gens qui pour l'instant utilisent leur voiture. Je dirais que je suis très heureux de voir ce chantier ferroviaire entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle débuter. C'est un chantier très important pour nous au niveau du département, pour la relation, je dirais, La Roche-La Rochelle, mais bien plus large que ça pour la relation entre nos deux régions, Nantes vers Bordeaux. Le département s'est associé à la région pour le financement parce que même si ce n'est pas une compétence du département, il nous paraissait important d'apporter notre quote-part pour montrer aussi notre volonté de pouvoir circuler avec différents moyens mis à disposition. Le train aujourd'hui pour moi est un élément primordial dans l'échiquier et à plus forte raison dans des régions rurales comme les nôtres. Donc c'est 5,7 millions que nous avons apportés à la région pour le financement de ce projet La Roche-La Rochelle. Tout d'abord, La Rochelle est toujours très concernée par ce qui est le déplacement ferroviaire. C'est pour nous une de nos priorités. La relation avec Nantes, elle est d'évidence. On a des liens économiques, on a des liens sur l'enseignement supérieur, on a tout le tourisme qui est sur ce littoral. Et donc de pouvoir aller dans de bonnes conditions de Nantes à La Rochelle, et puis bien sûr de La Rochelle à Bordeaux, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et puis il y a un deuxième volet, qui est un volet interne à notre agglomération, qui est engagé dans un grand projet, c'est La Rochelle Territoire Zéro Carbone en 2040, et on veut que les mobilités de notre territoire basculent sur le TER, sur les transports ferroviaires de proximité. Nous l'avons déjà avec la ligne de Niort, nous l'avons avec Rochefort, et il nous faut demain pouvoir offrir aux habitants de notre agglomération une desserte ferroviaire cadencée, ce serait l'idéal, pour pouvoir mieux desservir notre territoire. Voilà, donc une vidéo qui permet de faire le point et de bien mesurer tout l'intérêt de ces travaux sur la ligne entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, mais on l'aura compris, c'est une ligne qui relie en fait Nantes jusqu'à Bordeaux et qui a bien besoin de travaux pour améliorer la qualité de service et le temps de parcours entre ces deux métropoles. Une information encore, puisque parmi les questions figurait celle de quelle circulation aurait lieu sur cette ligne. Aujourd'hui, il y a 4 allers-retours qui circulent sur la ligne, un en TER et 3 en train intercité. L'objectif, à la fois côté région, c'est de faire circuler un deuxième TER sur cette ligne. Et puis côté intercité, il est prévu que l'on passe de 3 à 4 intercités. Donc on arriverait à 6 allers-retours sur cette ligne, ce qui serait déjà une amélioration de la circulation. Mais je pense qu'à plus long terme, il faudra bien sûr essayer de renforcer encore le nombre de trains qui circulent sur cette ligne. Je vous propose qu'on passe à la question suivante, qui est posée par l'association des usagers du train Nord-Poitou. Oui, absolument. Cette association demande, avons-nous la garantie que l'opération de promotion touristique que tout le monde connaît maintenant, le train des plages, sera maintenue en 2021 dans les conditions de circulation de l'été 2020 et avec bien sûr des circulations élargies à mai et à septembre, sauf évidemment en fonction des contraintes sanitaires particulières qui s'imposeraient à tout le monde. Eh bien, je peux tout simplement vous répondre que la réponse est oui. Il est prévu de maintenir les circulations sur cette ligne l'été prochain dans les mêmes conditions que les années précédentes, moyennant bien sûr les conditions sanitaires et la situation qu'on vivra l'été prochain, mais il faut souhaiter qu'elle soit meilleure que celle que nous connaissons actuellement. Alors on repart sur la ligne Nantes-Luçon-La Rochelle. C'est également une question de la FNOT qui demande si la desserte TER entre les deux régions, sur cette desserte donc TER qui relie nos deux régions, elle souhaite l'accélération de l'étude qui est portée par la région Nouvelle-Aquitaine. Elle souhaite son accélération de façon à ce qu'elle soit lancée au plus vite. Et sur quelle base? La question porte sur quel est donc le contenu de cette étude, quelles seront les nouvelles gares créées entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, et dans quel calendrier? Voilà, donc la région Nouvelle-Aquitaine a prévu de faire une étude sur le potentiel
que permettrait de développer comme fréquentation sur cette ligne entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, la réouverture de la ligne et l'augmentation de dessertes, de trains qui circulent. De poser la question aussi de dans quelle mesure est-ce que la création ou la réouverture de gares qui ont pu exister dans le passé puissent être réouvertes. Si tel était le cas, quel service ça apporterait, quel coût ça représenterait. Donc toutes ces questions-là, il est prévu que cette étude y réponde et la région Pays de la Loire sera associée avec la région Nouvelle-Aquitaine pour mener cette étude puisque c'est une ligne qui est à cheval sur nos deux régions. C'est une étude qui va démarrer en début d'année, dont le cahier des charges est en train d'être finalisé, qui est menée par la région Nouvelle-Aquitaine, mais à laquelle la région Pays de la Loire va s'associer. Et je pense que c'est une étude qui va durer à peu près 1 an. Donc on devrait avoir les conclusions de cette étude à la fin de l'année 2021. Et il est bien clair que, notamment dans les questions auxquelles on veut répondre à travers cette étude, figure la question de la réouverture de gares, et si oui, lesquelles. Donc plus de réponses l'année prochaine. Voilà, on retourne en Nord-Vendée avec une nouvelle question de la FNOT qui ne comprend pas le choix de la région en faveur de l'élargissement de la route Nantes-Pornic, la route départementale 751. Et l'association pense que l'argent de la région, donc les financements publics, doivent prioritairement aller en premier lieu au renforcement de l'offre ferroviaire en heure creuse et le week-end, en comblant, donc, par exemple, bien sûr, déjà les trous de desserte importants en journée. La FNOT pense qu'il n'existe aucun retour possible, et c'est une certitude, depuis Pornic après 17h54, parce que, par exemple, un salarié qui travaillera à Pornic, notamment dans les services publics, les commerces ou la restauration, ne peut pas utiliser le train pour revenir de son travail. Sans parler des visiteurs qui aimeraient aussi rentrer de cette ville plus tard en soirée. En deuxième lieu, la FNOT souhaite une amélioration de l'infrastructure qui permettrait donc de créer un projet de desserte cadencé, véritablement cadencé entre Nantes et Pornic. Alors je précise tout de suite que la région n'a pas pris position sur le doublement de la route Nantes-Pornic. C'est un projet qui est porté par le département de la Loire-Atlantique. Même si la région a par exemple apporté une aide au département de la Loire-Atlantique pour des aménagements routiers comme le contournement de Port-Saint-Père, mais qui avait un intérêt aussi en termes de sécurité pour les habitants du secteur. Ensuite, nous ne souhaitons pas qu'on oppose les améliorations apportées aux offres de transport. Aujourd'hui, la route, c'est un moyen de faire circuler, certes, des voitures individuelles, mais aussi des transports en commun. Demain, pour développer aussi le covoiturage, on aura besoin d'axes de circulation qui soient de qualité, qui soient bien dimensionnés, avec peut-être des voies réservées en entrée et en sortie des agglomérations. Et tous ces projets-là, ils doivent aussi traiter ces questions. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une part très importante de la population qui utilise la route pour se déplacer. Ça continuera à être le cas à l'avenir. Simplement, il faut aménager ces voies de circulation pour qu'elles offrent des meilleures conditions, y compris environnementales, qui favorisent le covoiturage, qui favorisent les transports en commun, mais qui permettent de répondre aux besoins de tous les habitants du territoire. Dans le même temps, on doit aussi améliorer l'offre de transport ferroviaire sur ces axes-là. C'est bien le projet de la région à travers sa stratégie de développement du ferroviaire sur le territoire. Nous prévoyons d'augmenter l'offre de circulation sur Nantes-Pornic. Nous prévoyons de faire des travaux à l'avenir pour améliorer le fonctionnement des lignes. Mais nous ne souhaitons pas opposer les travaux sur la route et les travaux sur le ferroviaire, bien au contraire. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Mais je vois que vous avez encore une autre question de la FNOT, très prolifique dans le suivi de cette ligne et de ce secteur. Une question sur toujours cette ligne Nantes-Pornic. On va passer, alors ça concerne à la fois les lignes interurbaine, Allez-Hop en Loire-Atlantique et Allez-Hop en Vendée, mais la combinaison avec le réseau ferroviaire qui se situe sur ce secteur Nord-Vendée, même jusqu'au sud Vendée, puisqu'en fait la FNOT nous demande quelle pourrait être la refonte des réseaux à la fois routiers interurbains avec le réseau TER. Elle propose par exemple de renforcer plusieurs liaisons.
depuis le cœur de la Vendée, donc a priori La Roche-sur-Yon par exemple, vers Saint-Nazaire, en passant par Machecoul et Pornic, ou de Fontenay jusqu'à Angers, via Les Herbiers et Cholet. Une autre proposition consiste à rejoindre Luçon ou La Roche-sur-Yon en fer, et puis de continuer le trajet en liaison routière jusqu'à Niort. Enfin, la dernière proposition est peut-être plus saisonnière, puisqu'il s'agit d'une liaison littorale entre Saint-Nazaire, enfin pour aller jusqu'à Saint-Nazaire, ou en revenir d'ailleurs, mais en passant par Pornic, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables et Luçon. Voilà les 4 propositions. Très bien, donc ce sont des propositions qui sont intéressantes, qu'on va pouvoir étudier avec nos équipes et avec nos transporteurs, pour voir dans quelle mesure est-ce que ça peut être mis en place ou à quelles conditions. Je vois que la question suivante s'adresse plutôt à Sauvetour et Quizio concernant la ligne La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Niort-La Rochelle. Donc les lignes 15, 16 et 17, c'est ça? Absolument, oui. La FNOT souhaite une amélioration des liaisons entre La Roche-sur-Yon, depuis La Roche-sur-Yon jusqu'à Niort, via Luçon. En fait, tant qu'il n'y a pas de nouvelle gare ferroviaire ouverte, ils pensent qu'il pourrait y avoir une amélioration à apporter plutôt que par des cars directs. Voilà, donc je passe la parole au représentant de la société Sauvetour. Bonsoir. Donc aujourd'hui, les 2 lignes sont en correspondance à Fontenay-le-Comte, puisqu'on peut faire Luçon-Fontenay-le-Comte au travers de la ligne 15 et Fontenay-le-Comte-Niort au travers de la ligne 16. Donc il existe nécessairement quelques correspondances. C'est vrai qu'elles n'ont pas été optimisées par rapport à ce fonctionnement-là. Nous restons bien évidemment à disposition de la région pour étudier des axes de mutualisation si souhaité, mais c'est aujourd'hui possible de réaliser ces origines-destinations dans les 2 sens d'ailleurs. Très bien, donc une autre piste à étudier, peut-être en lien d'ailleurs avec les services de la région Nouvelle-Aquitaine aussi, puisque ce sont des communes concernées par ce territoire. Toujours une question, si je passe à la question suivante, toujours une question sur Fontenay-le-Comte, Niort-La Rochelle. Oui, c'est une demande spécifique, mais qui existe. C'est Madame Christine Blatt qui nous a écrit. Elle souhaite des améliorations sur les trajets Paris-L'Île-d'Elle le week-end notamment. Et elle fait les propositions suivantes. La création d'une ligne de car de Marans à Niort, grâce peut-être, dit-elle, à une fusion des lignes routières 16, donc Fontenay-le-Comte-Niort et Fontenay-le-Comte-La Rochelle. Elle propose également la création d'une voie routière aux abords des canaux de Marans à L'Île-d'Elle pour éviter le passage de la départementale 137 à 938 qui mène à L'Île-d'Elle, car elle est souvent fermée à cause de travaux. Mais je pense que ça, c'est conjoncturel. Ce doit être bien sûr les travaux en cours de modernisation sur la voie ferrée Nantes-Bordeaux. Depuis L'Île-d'Elle, elle voudrait la création d'un arrêt dans cette commune, la création d'une nouvelle gare sur la ligne TER Nantes-La Rochelle, La Roche-sur-Yon. Nantes-La Roche-sur-Yon, La Rochelle, ou dans l'autre sens. Voilà. Ou alors, elle propose également la création d'un bus le dimanche sur la ligne 17 qui s'arrêterait à L'Île-d'Elle vers 15h21, c'est très précis, pour s'arrêter à Fontenay-le-Comte afin de poursuivre. Son intérêt, c'est d'aller jusqu'à Niort pour prendre dans cette gare un TGV qui la ramène à Paris à 17h22. Elle dit que c'est la seule possibilité pour elle de prendre cette liaison TGV sans réservation. Et elle craint la période du couvre-feu à Paris, puisqu'il débute, enfin maintenant tout est confiné, donc la question est peut-être un peu différente. La seule possibilité actuellement, mais la question a été posée il y a quelques jours, pour se rendre à la gare de Niort est de prendre un taxi pour Fontenay-le-Comte et poursuivre par la ligne 16. Depuis Paris, sa problématique de transport se résume comme suit. Elle voudrait réduire le temps d'attente entre la gare de Niort, du car qui arrive à Fontenay à 12h36, parce que la correspondance du car de la ligne 17 qui part de Fontenay à La Rochelle à 12h10, c'est donc trop tard, et le suivant est à 17h25. Donc l'idéal pour elle serait de partir vers 12h45 pour la direction de La Rochelle à Fontenay-le-Comte. Elle remercie le maire de L'Île-d'Elle, peut-être qu'il est ce soir en ligne pour nous écouter, de mettre en place des moyens de transport alternatifs, car même si elle les trouve très peu onéreux, ils ne fonctionnent pas le dimanche et ne peuvent donc pas répondre à sa demande spécifique de transport en cas de retard, notamment du TGV Paris-Niort.
Voilà, donc on remercie Madame Blatt pour ces questions précises, mais qui, on va le voir, ne concernent peut-être pas d'abord la région qui sera peut-être en difficulté pour lui apporter des réponses, mais je passe la parole à la société Sauvetour pour apporter des éclaircissements. Alors, s'agissant d'une première partie de la demande, hein, la création d'une ligne Mar en Niort, donc là, par contre, ça relèvera bien du compétence des régions, et je laisserai la région Pays de Loire et la région Nouvelle-Aquitaine voilà, s'emparer du dossier. Et en ce qui concerne les routes départementales, ça ne va pas être de notre compétence non plus, ça risque plutôt d'être de la compétence du département. Concernant sa demande, alors je souhaite apporter une précision, puisqu'on a regardé précisément les horaires auxquels elle fait allusion. Il existe le dimanche un TAD. TAD, c'est un transport à la demande. C'est un transport sur réservation. Il faut appeler la centrale de réservation qui prendra en compte l'objet de son déplacement et qui activera la mise en place d'un car le dimanche, car qui démarre ou qui part de La Rochelle à 14h15, qui passe par l'île d'Elle, qui pourra donc prendre en charge cette dame-là et qui la conduira vers Fontenay-le-Comte, où elle pourra rattraper un autre car en correspondance, un car au départ de Fontenay pour Niort à 16h18. Donc il y a bien une solution le dimanche, il faut simplement qu'elle active la réservation d'un transport à la demande. Concernant la ligne 16 et sa demande qui vient de Paris, donc effectivement là il y a une problématique, parce que le fait, on a étudié là aussi précisément l'objet de la demande, le fait de donner correspondance aux horaires souhaités, malheureusement ne permettrait plus aux clients souhaitant prendre le car à Fontenay-le-Comte d'être en correspondance à La Rochelle avec le train de Bordeaux. Donc il y a un choix à faire en termes de correspondance, il est toujours compliqué de privilégier une seule demande par rapport à la totalité des possibilités qu'offre la ligne au jour d'aujourd'hui. Donc il y a probablement un arbitrage à faire, mais aujourd'hui c'est vrai que la combinaison des deux est difficile à accepter. Voilà. Merci beaucoup. Je précise pour les personnes qui suivent ou qui n'ont pas pu se connecter aussi que toutes les questions seront reprises dans un compte-rendu qui est mis en ligne sur le site internet. Et donc, on peut retrouver le détail des questions et il y aura le détail des réponses qui sont posées. On peut peut-être passer à la question suivante qui s'adresse plutôt à SNCF Voyageurs. Et la FNOT nous demande, si j'ai bien compris, quel est un peu l'état de la fréquentation et de la reprise du trafic. Je passe directement la parole à SNCF Voyageurs. Vous nous faites un petit point d'actualité sur la fréquentation sur les lignes du secteur. Oui. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui à date, c'est qu'on a retrouvé à peu près 90% de la fréquentation qu'on avait avant le Covid sur nos lignes. Donc pas mal de gens qui sont revenus vers le train. Il y a eu beaucoup de communication sur le fait que le train est un moyen de transport qui est sûr, sanitairement parlant, dans la mesure où il est très souvent, enfin toutes les rames sont désinfectées de façon quotidienne et plus à chaque fois qu'on peut le faire. On a des systèmes de filtration d'air qui sont aussi très puissants, qui permettent de renouveler l'air d'une rame complète en moins de 6 minutes. Donc c'est très proche de ce qu'il y a dans l'aérien et c'est vraiment très performant. Et puis on a le port du masque qui est obligatoire depuis la reprise, hein, et pas seulement depuis que la situation s'est un peu aggravée. Depuis la reprise, depuis le 11 mai, tout le monde porte son masque à bord et c'est plutôt bien suivi, puisqu'on observe seulement quelques cas de personnes qui refusent ce port du masque. Et ces personnes-là peuvent être verbalisées, soit par nos agents SNCF, soit par la police. Voilà, par exemple, à ce titre-là, il y a eu, pas plus tard que la semaine dernière, une opération conjointe entre la police, la gendarmerie et la SNCF pour s'assurer de ce respect du port du masque. Voilà, donc dans nos trains, à peu près 90% de la fréquentation qu'on avait avant. Ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on a exactement le même nombre d'abonnés sur le forfait Tutti illimité qu'on avait avant le Covid. Donc là-dessus, on est revenu à 100% de la fréquentation des abonnés. Voilà. Et tout ça a été poussé par les offres qui ont été mises en place. Pendant l'été, le pass jeune, par exemple, qui avait été proposé à 29 € pour l'ensemble des jeunes. Et puis, depuis la rentrée, par des offres aussi qui sont intéressantes, les ventes flash, le mercredi tout est permis, etc. Merci beaucoup. Alors, encore une question de la FNOT sur les tarifications sociales. Oui.
La FNOT demande qu'il y ait une composante sociale pour les faibles revenus urgente dans la période actuelle. Alors je pense que la FNOT doit faire référence au prix et aux réductions qui sont possibles sur les différents réseaux de transport dont on parle. Donc je rappelle qu'il existe pour le TER un système de carte qui s'appelle la carte Mobi, qui s'adresse à certaines catégories de personnes qui sont soit nécessiteuses, soit en recherche d'emploi. C'est une carte qui offre des tarifs très intéressants puisqu'elle permet d'avoir jusqu'à 75% de réduction sur les trajets TER, que ce soit le TER ferroviaire ou les TER par autocar, et qui permet d'aller en Pays de la Loire, mais aussi en Bretagne, à La Rochelle, à Alençon, à Nogent-le-Rotrou, etc. Donc au-delà des limites de la région. Et puis sur les lignes aller-hop, dans les différents départements, mais c'est le cas en Vendée, il y a des tarifications sociales qui permettent, en fonction des statuts des personnes, d'avoir aussi des tarifs améliorés. Et puis, ça a été signalé par la SNCF. Nous avons, à la sortie de la crise, lancé des tarifications attractives pour vraiment rendre attractives les lignes régionales, sur le TER notamment, avec des billets à 5 € qui sont mis en vente tous les vendredis, avec des forfaits à la journée pour aller jusqu'à 5 personnes en train pour 30 € la journée. Et puis, pendant l'été, nous avons également mis en place le pass jeune sur les mois de juillet et d'août. Mais ça, c'était plutôt une offre qui était destinée à la fréquentation de l'été. Et enfin, pour les familles, il est possible de se déplacer avec la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans les mercredis et les jours des vacances scolaires. Donc, il y a pas mal de solutions qui existent pour que le transport ne soit pas trop coûteux pour les familles ou pour les personnes qui sont les plus modestes. Question suivante. Oui, on continue avec une question sur la tarification. L'association des usagers du train du Nord-Poitou demande où en est l'unification tarifaire qui est prévue pour l'ensemble du réseau de transport, que ce soit pour les trains ou les cars, en Vendée et en Maine-et-Loire, et demande quand on pourra effectuer un trajet permettant d'emprunter les différents services donc, de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque les usagers de l'association vivent en Nord-Poitou, avec un billet à un prix unique, donc indifféremment entre les deux régions. Alors, il y a aujourd'hui plusieurs tarifications qui sont héritées du fait que les lignes aller-hop étaient auparavant des lignes gérées par chaque département. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les tarifs ne sont pas les mêmes entre plusieurs lignes. Donc la région est en train d'élaborer une gamme unique qui s'applique sur l'ensemble du territoire régional pour les lignes aller-hop. Et c'est la raison pour laquelle, dans les mois qui viennent, nous adopterons un tarif qui sera le même, quelles que soient les lignes. Cette tarification, elle doit nécessairement être étudiée, puisque pour trouver un tarif unique qui ne fasse le moins possible de perdants parmi tous les usagers des différents départements de la région, ça nécessite de faire des calculs un peu compliqués, et puis une concertation aussi qu'on pourra mener avec les associations d'usagers. C'est la raison pour laquelle on aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Mais vous avez une autre question, toujours de la même association, et qui cette fois-ci porte sur le billet tribu de Nouvelle-Aquitaine, c'est ça ? Oui, je vous confirme. Pouvez-vous nous assurer, demande l'association, de l'accessibilité à un billet tribu, un tarif unique sur le réseau Pays de la Loire et sur le réseau Nouvelle-Aquitaine, dans toutes les gares et à tous les guichets automatiques? Oui, alors ce tarif, c'est un tarif qui est pratiqué par la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui n'est pas vendu en Pays de la Loire. En revanche, il y a un système quasiment équivalent qui existe en Pays de la Loire et qui peut être utilisé dans certaines gares voisines, comme La Rochelle ou Niort ou Bressuire, et qui s'appelle le forfait multi, donc qui permet sur une journée ou 2 journées et jusqu'à 5 personnes, adultes et enfants, de voyager en car ou en TER pour une somme de 30 € pour une journée, 45 € pour 2 journées. Donc l'équivalent existe bien en Pays de la Loire. On
On a maintenant une question qui concerne la distribution des titres de transport. La FNOT, donc je vous rappelle, la Fédération nationale des associations des usagers des transports, pense que les alternatives à la fermeture des guichets des gares de Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont très insuffisantes et pas assez de qualité. Et l'association demande des professionnels et un élargissement de leurs moyens et de leurs compétences. Oui, donc cette question des conséquences des fermetures de guichets dans certaines gares, effectivement, on est très attentif à la qualité de service qui est offerte aux usagers et aux habitants par les solutions alternatives à ces guichets. Et on est bien conscient qu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à Pornic, il y a pu y avoir des niveaux de service pas toujours satisfaisants. Il y a des améliorations à apporter. On étudie ça avec la SNCF, puis aussi avec les communes concernées, parce qu'on veut absolument que le service soit de qualité pour nos usagers. On y veille et on y travaille. Donc, message reçu. Question suivante. Sur Nantes-Pornic-Saint-Gilles. Oui, un usager nous fait remonter un dysfonctionnement parce que l'abri à vélo de la gare de Port-Saint-Père ne propose plus que 2 pinces. Et il n'y a pas assez de place donc, pour stationner son 2 roues sous cet abri. Il voudrait qu'il soit réparé. Très bien, donc on va voir ça avec la commune parce qu'a priori c'est la commune qui est propriétaire de l'abri. Mais ceci dit, vous nous dites également qu'il n'y a pas assez de place dans l'abri, donc on va étudier avec la commune et la SNCF si on peut offrir un meilleur abri pour les 2 roues sur cette gare. Une question toujours de l'association des usagers des trains du Nord-Poitou. Oui, cette fois il s'agit, puisqu'on est passé plus à une rubrique sur les gares et les points d'arrêt routiers. Donc compte tenu de l'état de la dégradation des quais et des éclairages des gares de Bressuire et de Montreuil-Bellay, l'association demande à la région Pays de la Loire comment et quand on mettrait aux normes ces lieux publics et comment on les rendrait accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc ce sont des gares en fait qui ne sont pas sous la responsabilité de la région Pays de la Loire, mais sous celle de la région Nouvelle-Aquitaine, je crois, hein, puisque ce sont les gares de Bressuire et de Montreuil-Bellay. Mais en revanche, on va prendre contact. Hein, les services de la région vont prendre contact avec les collègues de la région voisine pour leur remonter ce problème-là, leur faire part du signalement et leur demander d'entreprendre des travaux si possible, mais en tout cas de vous tenir informés. Toujours sur La Roche-sur-Yon, une question d'un élu. Oui, absolument. Il s'agit de M. Dreux, qui est vice-président de la communauté de communes du pays de Chantonnay. Il nous écrit car il est inquiet sur le devenir de l'infrastructure donc de la ligne La Roche-sur-Yon-Bressuire. Il souhaite savoir si cette ligne ferroviaire fera bientôt l'objet de travaux, de modernisation, à moins qu'elle ne risque d'être fermée à plus ou moins long terme. C'est ce qu'il redoute. Il pense que la desserte voyageurs pourrait être renforcée pour augmenter son attractivité. Il pense que cette ligne peut également servir aux trains de fret, notamment le transport des produits de maraîchage en provenance de Saumur pour alimenter le littoral. Alors, et je vois qu'il y a une autre question qui concerne la même ligne, me semble-t-il, qui suit. Donc, je vous propose de la poser également. Comme ça, on pourra apporter une réponse aux 2 questions en même temps. Oui, absolument. C'est une question de la FNOT qui demande où en sont les études de SNCF Réseau, quelle gare, pour quel service, le calendrier des études et donc de la modernisation de la ligne La Roche-sur-Yon-Bressuire. La FNOT précise qu'il est nécessaire de limiter la coupure de service au moins entre La Roche-sur-Yon et Chantonnay. En effet, le retard pris par les études et les financements handicape la mobilité et décrédibilise les TER. Voilà, et on nous demande aussi, c'est l'association des usagers du train Nord-Poitou, qu'en est-il des études menées avec le soutien financier de la région Pays de la Loire sur la réfection de cette ligne, donc, qui va de Saumur via Chantonnay, Bressuire et Thouars? À quelles échéances les travaux seront-ils entrepris et quelle en est l'ampleur? Voilà, donc c'est effectivement une ligne peu fréquentée, mais très importante à nos yeux, ce qu'on appelle souvent dans l'actualité les petites lignes. La région Pays de la Loire est très attachée au fait de préserver
le fonctionnement et l'avenir de cette petite ligne. Et je suis tout à fait d'accord avec les remarques de M. Dreux sur le fait que la faiblesse de l'offre de trains qui circulent sur cette ligne explique aussi en partie le faible niveau de fréquentation de la ligne. Ensuite, c'est une ligne qui est en mauvais état et qui a nécessité d'abord des travaux d'urgence pour qu'elle puisse continuer à fonctionner, et qui va nécessiter dans les 2 ans qui viennent certainement une maintenance renforcée, c'est-à-dire une vigilance plus importante de la part de SNCF Réseau pour pour la faire fonctionner. Mais il faudra, sans attendre trop longtemps, envisager des travaux sur cette ligne pour renouveler de manière profonde son infrastructure et la pérenniser. Nous avons fait plusieurs choses. D'abord, nous sommes mis d'accord avec la région Nouvelle-Aquitaine et avec SNCF Réseau pour lancer une étude qui doit permettre de bien définir quel niveau de travaux il faut réaliser, pour quel niveau de service nous souhaitons maintenir ou développer, quelle est la fréquence à l'avenir que nous souhaitons mettre sur cette ligne, quel type de train aussi, parce que sur ce type de ligne, on peut envisager à la fois des trains lourds ou des trains plus légers, sachant que dans le même temps, on a bien identifié que sur la ligne, il y a quelques entreprises qui utilisent ou qui pourraient utiliser la ligne pour transporter du fret. Et c'est quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup. Donc toutes ces questions, nous souhaitons les affiner, les approfondir avec SNCF Réseau via cette étude. Et la région Nouvelle-Aquitaine est à nos côtés pour réaliser cette étude qui vise véritablement à identifier quels sont les meilleurs travaux à faire pour pérenniser la ligne. Ensuite, nous avons aussi des discussions en cours avec SNCF Réseau et la région Nouvelle-Aquitaine pour faire une maintenance renforcée dans les années qui viennent, puisque dans le meilleur des cas, compte tenu des études qu'il faut faire et du temps pour préparer les futurs travaux, on ne pourra pas faire de travaux sur la ligne avant le 2024. Et donc d'ici 2024, il faut maintenir les circulations sur la ligne. Et c'est la raison pour laquelle on s'est engagé à faire cette maintenance renforcée sur la ligne. Donc voilà ce que je pouvais dire. Ce que je proposerais peut-être, c'est que la région va organiser un comité de suivi de ces études avec les élus de la ligne, des communes qui ont des gares sur cette ligne, pour qu'on puisse avoir une bonne information de tous les acteurs concernés, puis charge après aux élus de ces communes de relayer l'information sur leur territoire. Donc on aura l'occasion de revenir vers les communes et les maires concernés pour les tenir informés de l'avancement de l'étude. On va passer à la qualité de service et je vous propose de regrouper les 2 prochaines questions, puisqu'il y a l'AFNOT qui demande quelles sont les mesures qu'SNCF prend pour améliorer la fiabilité sur les lignes 10 et 11, donc Nantes, Pornic, Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Et puis Monsieur Denis Barrière, un abonné, nouvellement abonné de la ligne Nantes-Pornic depuis août 2020. Il fait tous les jours le trajet entre la Bernerie et Rezé. Il constate régulièrement des retards et des suppressions de trains. Il pense même que le mois d'octobre 2020 est catastrophique en matière de qualité de service. Le TER constitue pour lui cependant le seul moyen pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui a pour conséquence d'importantes difficultés d'organisation à la fois personnelles et professionnelles. Et il ne sait plus du tout comment s'organiser face à ces dysfonctionnements. Alors, on va passer la parole à M. Besser de SNCF Voyageurs pour que vous nous apportiez un peu des éclairages. Comment évolue la qualité sur cette ligne, a priori pas dans le bon sens? Alors, avant de répondre précisément sur cette ligne, je tiens juste à préciser que depuis plusieurs années, la qualité de service mesurée au sens de la conformité qui est prévue dans la Convention, c'est-à-dire le nombre de trains qui ont circulé et avec moins de 5 minutes de retard, ou 5 minutes de retard, est en hausse constante. À titre d'exemple, sur les Pays de la Loire, l'année dernière, fin 2018, on était à une conformité de 86%. À fin 2019, on était à 87,5%, donc 1,5 point de plus. L'année 2020, ça a été un petit peu compliqué et je n'ai pas de chiffres très fiables à vous donner parce qu'il y a eu 2 épisodes majeurs, l'un qui était la grève, le deuxième qui était le Covid. Néanmoins, depuis qu'on a repris, on a une qualité de service sur l'ensemble des lignes des Pays de la Loire qui avoisine les 91% de conformité.
Néanmoins, j'ai bien entendu la question de M. Barrière, que j'avais reçue, donc je me suis penché plus attentivement sur la qualité de service sur l'axe Nantes-Pornic. Et effectivement, si les mois d'août et de septembre ont été très bons avec des qualités de service de l'ordre de 93%, le mois d'octobre est nettement moins bon avec une qualité de service de l'ordre de 85%. Plusieurs raisons à cela qui sont en cours d'étude. On n'a pas terminé de faire l'étude complète sur toutes ces raisons. Mais il y a notamment parmi elles des raisons d'infrastructure, des passages à niveau par exemple qui n'ont pas bien fonctionné. Monsieur Brancourt parlait tout à l'heure de la difficulté technique, enfin du fait que les rames doivent se jumeler ou au contraire se désaccoupler à Sainte-Pazanne, et on a eu aussi quelques difficultés là-dessus. Et puis on a eu tout un tas d'incidents aussi qui sont un petit peu extérieurs, qui relèvent par exemple d'actes de vandalisme, puisqu'on a retrouvé des chaises sur la voie. La tempête Alex aussi ne nous a pas épargnés, en particulier sur cet axe-là. Et voilà. Néanmoins, toutes les causes de non-conformité ne sont pas extérieures. Il y a aussi des causes qui sont en interne à la SNCF que nous sommes en train d'étudier. Pour répondre plus précisément à la FNOT, je pense que l'échange qu'on a très régulièrement avec cette association fait qu'ils ne sont pas ignorants des programmes, alors internes, je suis désolé, mais du coup je vais devoir employer des termes internes à la SNCF, des programmes par exemple H00 qui visent à améliorer la ponctualité des trains à l'origine, des programmes comme FIRST qui sont des programmes pour mettre en avant l'information des voyageurs. Donc je propose à la FNOT, puisqu'on a pris contact avec eux, encore une fois, pas plus tard que cet après-midi, de pouvoir poursuivre avec eux la discussion sur les impacts de ces programmes, parce que je pense que ce n'est pas forcément le comité de ligne le lieu le mieux choisi pour parler de tout ça. Ouais, est-ce que si je comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'il y a des programmes d'amélioration continue qui sont en cours sur l'exploitation du service, c'est ça? Et qui visent à améliorer la ponctualité sur la ligne, c'est ça que vous voulez évoquer? C'est ça, c'est de l'amélioration continue, qu'on appelle aussi excellence opérationnelle dans certains milieux. Ouais. Ça fait l'objet de suivis très précis, notamment sur la ponctualité à l'origine des trains, puisque le meilleur moyen d'avoir un train à l'heure sur toute sa ligne, c'est qu'il parte effectivement pile à l'heure. Et donc là-dessus, on s'améliore. On a en ce moment plus de 85% des trains qui quittent la gare de Nantes à l'heure pile. Mais quand je dis à l'heure pile, c'est à moins de 10 secondes de l'heure prévue. Et ça, c'est un résultat qui, depuis qu'on le mesure, est le meilleur qu'on ait jamais obtenu. Bon, ceci dit, ça ne répond pas au problème de M. Barrière, visiblement, qui lui trouve que la qualité s'est quand même dégradée au mois d'octobre. Bon, c'est quelque chose sur lequel vous dites qu'il y a des mesures qui sont en cours pour retrouver un niveau normal de ponctualité, c'est ce que je comprends. Absolument. Et ce n'est pas un taux de fiabilité qu'on a l'habitude d'avoir sur cette ligne-là non plus. Bon. Très bien. Je pense que de toute façon, M. Barrière, comme en général les usagers, ils attendront un peu comme Saint-Thomas de voir l'amélioration pour la constater. Malheureusement, ils la signaleront peut-être pas aussi fortement que leur insatisfaction, mais on compte sur vous pour veiller à un retour dans les niveaux de qualité qu'on a l'habitude d'apprécier sur le réseau. Oui, et puis quand on aura terminé l'étude, je peux revenir aussi vers M. Barrière, puisque j'ai vu qu'il nous avait laissé ses coordonnées, pour l'informer de façon précise des retards. Très bien, ok. Je propose qu'on passe directement à la ligne 17, on revient sur le routier, c'est ça, avec la liaison entre Fontenay-le-Comte et La Rochelle. Oui, il s'agit d'une question qui a trait à la qualité de service. C'est M. Jean Richter qui nous écrit parce qu'il constate une nette dégradation du service depuis plusieurs mois. Deux facteurs, pense-t-il, expliquent ces nombreux retards. D'une part, les ralentissements routiers à l'entrée de l'agglomération de La Rochelle, renforcés par des travaux en cours à la gare de La Rochelle. Il pense qu'il aurait mieux valu créer un arrêt provisoire en amont de la gare pour éviter, pendant les travaux, pour éviter de faire des demi-tours qui sont chronophages. Il rate souvent sa correspondance sur le train qui le mène de La Rochelle à 8h43 jusqu'à Rochefort. Et cela a des conséquences professionnelles importantes pour lui, nous dit-il. Il propose, pourquoi ne pas envisager de faire circuler les transports en commun en site propre. Et le deuxième facteur qui explique cette moindre qualité de service, il pense que c'est le turnover des conducteurs
qui entraîne souvent une méconnaissance du trajet et des arrêts. Ce sont même d'ailleurs les abonnés qui sont obligés de renseigner les chauffeurs des cars. Il pense aussi que les conditions de confort évoluent fortement en fonction du matériel roulant, selon si c'est un petit ou un grand autocar qui est mis à disposition. S'agit-il toujours des véhicules qui sont bien prévus dans la DSP, donc délégation de service public? La Wi-Fi n'a jamais vraiment bien fonctionné, mais désormais, ce service est totalement inexistant. Voilà, ces retards et manque de confort entraînent pour lui un report modal, et c'est bien dommage. Voilà la question donc, de M. Jean Richter. Donc, je pense que c'est une question qui s'adresse à la société Sauvetour. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements sur la situation du service sur cette ligne? Alors effectivement, on a regardé de très près la question de M. Richer. Donc deux facteurs, dont un prépondérant. Effectivement, à l'entrée de l'agglomération de La Rochelle, on doit faire face à une importante zone de travaux. Donc elle est présente effectivement depuis la rentrée. On a essayé de voir si la situation s'améliorait et malheureusement, la situation se dégrade plutôt, donc on est en train d'étudier un avancement des horaires pour permettre d'arriver plus à l'heure qu'on ne le fait aujourd'hui. Le seul souci qui nous embête, c'est de ne pas dégrader aussi le fait de partir trop tôt de Fontenay, puisqu'on a une clientèle d'abonnés, et que tous ne sont pas concernés par des correspondances. Une petite précision, c'est que la correspondance de Rochefort n'est pas une correspondance, elle est juste donnée à titre indicatif. Ce n'est pas une correspondance établie. Donc il ne faudrait pas qu'on aille dégrader l'horaire d'une majorité de clients. On se retrouve un petit peu dans le cas de figure de précédent avec une demande. Pour autant, la zone de travaux nous constitue vraiment un inconfort et on a fait une proposition à la région pour qu'on puisse avancer de quelques minutes l'horaire dans les prochains jours ou prochaines semaines, le temps de la validation. Concernant les conducteurs, alors le facteur évoqué, je prends note de la réclamation et surtout dû au fait qu'on a renouvelé une partie de l'équipe, que le travail de formation prend un petit peu de temps entre l'apprentissage de la ligne, de la billettique, voilà, il faut à un moment donné qu'on lance les conducteurs aussi. Donc bon, peut-être que M. Richer a eu un désagrément de ce côté-là, je le regrette, mais on essaye d'apporter une qualité de service constante en tout cas. Et concernant le matériel, on a bien évidemment les matériels sont des matériels déclarés, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Simplement, on a eu une panne qui a immobilisé le véhicule de base pendant plusieurs mois, et le véhicule de réserve est d'origine non équipé du Wi-Fi. Donc c'est ce qui fait que M. Richer n'a pas pu se servir du système. Dès le retour sur la ligne du véhicule de base, le problématique sera résolu. Voilà. Et on enchaîne, alors merci beaucoup, on enchaîne sur une question également qui s'adresse à vous, toujours sur la ligne 15, cette fois-ci, Fontenay-le-Comte-La Roche-sur-Yon, avec des problèmes de capacité, c'est ça, et puis aussi peut-être de qualité du matériel. Alors, c'est une... Ouais, on va laisser Madame Sybille Bossard poser la question, et puis on vous laisse répondre. Oui, c'est une question de M. François-Régis Roiland, qui nous écrit concernant la ligne routière Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon. Et il nous parle plus particulièrement du service du vendredi, La Roche-sur-Yon, départ 18h37 vers Luçon. Il déplore la capacité des véhicules qui ne semble pas adaptée au flux des voyageurs, qui sont bien plus nombreux, surtout ceux qui viennent en correspondance du train Nantes 17h31, arrivée La Roche à 18h25. Et donc, il trouve que le car Iveco, autocar, ne propose que 30 à 35 places, alors qu'en semaine, le service, cette circulation est effectuée avec un matériel bien plus capacitaire, nous dit-il. Par ailleurs, le confort est dégradé à cause du bruit, des freins, des grincements, de la transmission, etc. Il trouve donc indispensable de disposer d'un véhicule de 52 places tous les vendredis soirs à cet horaire. À vous la parole. Alors, pour répondre à la question posée, donc, on a vérifié tous les comptages. Le maximum de passagers le vendredi soir sur la circulation de 18h37, c'est 26. Et les véhicules ont une capacité de 29 places. Donc, c'est 4 matériels qui ont été prévus à la base sur la ligne 15. Donc, effectivement, je peux comprendre que le delta de 26 à 29 n'apporte peu d'aise, puisque la majorité du car est complet.
on bénéficie sur cet horaire-là du report du fait que la ligne La Roche-sur-Yon-La Rochelle via la SNCF soit en travaux, et donc c'était pas nécessairement un horaire très fréquenté qu'il l'est au jour d'aujourd'hui. On est en train d'étudier le fait de pouvoir basculer un autocar affecté à la ligne 16 de 43 places. Pour le basculer sur cet horaire-là, ça nécessite quand même quelques validations, quelques changements pour que le car soit en place à l'horaire. S'agissant des désagréments techniques, c'est le véhicule dont j'ai évoqué par alternance la mise en place sur la ligne de La Rochelle. Donc, une fois l'immobilisation du véhicule terminée, les conditions de confort retrouveront une parfaite normalité. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On revient sur le ferroviaire avec des questions sur le matériel. Oui, sur le matériel roulant, donc concernant la ligne 8, Nantes-La Roche-sur-Yon, Madame Katia Tessier constate depuis septembre 2020 que la composition du train qui part de La Roche-sur-Yon à 7h58 en direction de Nantes, arrivé 8h32, n'est pas adaptée à l'affluence. C'est un mini-train, dit-elle, qui ne comporte que 12 places par rame, et il n'y aurait que 2 rames, et c'est très inconfortable. Les places dans les carrés sont tellement rapprochées que les voyageurs doivent s'asseoir de travers pour ne pas toucher les genoux de la personne assise en face. Il est impossible de prendre place en face d'un usager de plus d'1,80 m. Aucune place n'est prévue pour les bagages et les places vélos restent très limitées. Impossible de travailler donc avec un ordinateur portable dans ce train qui est également systématiquement en retard à l'arrivée à 8h35 au lieu de 8h32. Madame Tessier s'inquiète car il est impossible de respecter la distanciation physique dans ces conditions, et elle demande même si les Lyonnais seraient punis. On aime trop les Lyonnais pour les punir, mais en revanche, on se tourne vers SNCF pour que vous nous apportiez des éléments de réponse à cette préoccupation de Madame Tessier. Oui, donc nous avons regardé attentivement cette question. Il y a juste une petite correction à apporter, c'est que Madame Tessier dit que dans chaque rame, il n'y a que 12 places. En fait, ce sont des rames qui comportent chacune 80 places. Je pense que les 12 places que mentionne Mme Tessier sont des places qui sont munies de tablettes pour pouvoir poser un ordinateur portable devant. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a 12 places par rame qui sont munies de tablettes. Sur la capacité d'emport du train, effectivement, ce sont 2 rames du modèle X 73 500 de 80 places chacune. Donc on a un total de 160 places offertes chaque jour au départ de La Roche-sur-Yon. Et tous les comptages qu'on a pu vérifier donnent une fréquentation moyenne de ce train de 115 personnes. Donc on est normalement bien en deçà de la capacité maximale du train. Ensuite, sur le confort à bord du train, en fait, nous on gère avec le matériel dont dispose la région, qu'elle met à notre disposition, qui est le fruit de l'histoire aussi. Ce type de matériel est particulièrement bien adapté à des dessertes sur certaines petites lignes. Et quelquefois aussi, on est contraint de l'utiliser à des heures ou sur des trains qui sont un petit peu plus fréquentés, tout simplement parce qu'à ces heures de pointe, 7h48, c'est une heure de pointe, l'ensemble du parc régional est engagé sur l'ensemble des trains, et donc on ajuste à chaque moment les rames en fonction des comptages réalisés, des occupations de train, et on réserve les rames les plus capacitaires sur les trains les plus fréquentés, évidemment. Ok. J'en profite pour rappeler à tous les usagers qui nous suivent, il faudra qu'on le mette aussi au compte rendu, on a une application qui s'appelle Contribue TER, qui est téléchargeable et qui permet aussi aux usagers de signaler précisément les trains sur lesquels ils ont des surcharges, les horaires, etc., les jours, ou des retards, ou d'autres difficultés de qualité de service. Ça facilite aussi le suivi et le fait qu'on puisse, nous, revenir vers SNCF et faire le point, confronter un peu les retours que nous avons. Sur les distanciations et les mesures dans les trains, je pense que quand même, globalement, les gens respectent bien le port du masque. On a des trains qui sont régulièrement nettoyés, désinfectés. On incite les gens à se laver les mains. Vous pouvez un peu dire un mot là-dessus sur Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a effectivement
des rames qui sont nettoyées de façon au moins quotidienne. À chaque rentrée dans les dépôts, toutes les rames sont nettoyées et on est particulièrement vigilant sur toutes les zones qui sont beaucoup touchées par les personnes, donc les boutons pour ouvrir les portes, les poignées pour se tenir, les accoudoirs sur les sièges et ainsi de suite. On a aussi des systèmes de filtration de l'air qui sont très puissants, avec de l'air qui est renouvelé par de l'air qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas de l'air qui circule et qui est filtré, c'est bien de l'air extérieur qui rentre à bord de nos trains et qui est renouvelé en intégralité toutes les 6 minutes. Voilà. En revanche, dans les trains, la distanciation physique n'est plus obligatoire depuis le mois de juin. Voilà, donc ce qu'on invite quand même à faire tous nos clients, c'est de toujours bien porter le masque. Ça reste obligatoire, et pas uniquement dans les trains d'ailleurs, mais aussi dans les gares. Et on observe que les gens portent majoritairement, très majoritairement, plutôt bien le masque. Et enfin, il y a des systèmes de gel hydroalcoolique qui sont disponibles à l'entrée de toutes les gares de certaine importance, pas toutes les haltes, c'est vrai, mais de toutes les gares de grande importance. Et on peut aussi, si on a oublié un masque, en acheter dans les boutiques qui sont présentes dans les gares. Merci beaucoup. On avait également une question de M. Bernard, je crois, sur la même ligne. Madame Bossard. Oui, il s'agit de Didier Bernardo, qui habite a priori à La Roche-sur-Yon, et il parle du même train, c'est pour ça qu'on vous la pose tout de suite, le même train qui part de La Roche-sur-Yon à 7h48 vers Nantes. Alors lui, son problème, c'est exactement peut-être l'inverse que l'usager précédent, Madame Tessier. Lui, depuis la rentrée, donc sur ce train, il trouve qu'il n'est pas équipé de tablettes. Donc lui, il n'a pas dû trouver les 12 places avec tablette, sûrement, ce qui rend donc son travail très difficile pendant le trajet, puisque lui, il est équipé d'un ordinateur portable, et il demande s'il y a bien une modification de rame qui pourrait être envisagée pour améliorer son parcours et le confort de transport. Bon, on a bien enregistré la question de M. Bernard, et on va voir s'il est envisageable d'améliorer les conditions d'utilisation de ce matériel pour améliorer le confort des usagers. C'est quelque chose dont on prend bien note. C'est vrai que le matériel ferroviaire qui est utilisé par la région est régulièrement modernisé, rénové, mais on a malheureusement pas toujours la possibilité de renouveler tous les matériels en même temps. Donc c'est un vrai défi pour la région, mais on prend bonne note de ce retour de notre usager, Monsieur Bernard. Une question concernant la ligne Saint-Jean-de-Mont, Nantes, Noirmoutier, les lignes 12 et 13. Oui, les lignes routières donc, qui relient Nantes au littoral, la FNOT, Fédération nationale des associations des usagers des transports, donc souhaite une amélioration de l'accès pour les cyclistes, cyclotouristes sûrement, ou pas, d'ailleurs les vélotaffeurs, qui ne peuvent embarquer leur vélo qu'en bout de ligne. Donc ça, c'était une question qui s'adressait plutôt au transporteur Transdev, mais qui n'a pas pu nous rejoindre, je crois, pour cette rencontre en raison des embouteillages pour accéder à Nantes. Et donc, on va bien lui transmettre cette question pour voir comment est-ce que ça peut s'expliquer et quelles solutions peuvent être apportées. Et puis, eh bien, on lui demandera de donner les éléments de réponse qui seront mis en ligne avec le compte-rendu de la réunion. On peut donc passer à une autre question, toujours de la FNOT, sur les documents qui sont mis en ligne, c'est ça, pour ces réunions? Oui, absolument. La FNOT souhaite que le document de présentation, donc le PowerPoint qui est traditionnellement en présentiel, projeté en séance à la fois par la région et nos partenaires SNCF, présente un cadre qui permettrait de renseigner ligne par ligne tous les équipements disponibles dans chaque gare pour le public, leur accessibilité, leurs horaires, les évolutions, etc. Très bien. Et je crois comprendre que ces informations existent déjà, qu'elles sont sur les sites, notamment sur le site SNCF TER Pays de la Loire, puisqu'il y a pour chaque gare un certain nombre d'informations qui figurent gare par gare et qui sont accessibles. Donc la FNOT peut tout à fait accéder à ces informations, mais peut-être ne connaissent-ils pas ce lien. On le remettra dans le compte-rendu pour que la FNOT puisse y accéder. On a une dernière question, je crois, qui a été posée par les internautes. Oui, une question qui est arrivée sur YouTube de l'Office du tourisme du Pays des Achats.
Elle demande d'avoir un système pratique, c'est pratico-pratique, pour indiquer le quai aux voyageurs selon les horaires des trains en gare de la Motte-à-Char. Alors, il semble qu'un système ait été trouvé à Challans et ils aimeraient bien pouvoir en bénéficier également à la Motte-à-Char. Alors, je me tourne vers SNCF Voyageurs. Je crois qu'on a certains systèmes de communication qui ne permettent pas d'indiquer les quais. Alors, je sais qu'il y a des systèmes techniques qui permettent plus ou moins d'indiquer les quais. Là, je pense que je vais réserver ma réponse pour le compte-rendu parce qu'il faut que je me renseigne auprès de mes collègues de Gare et Connexion sur ce qui a été fait à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour voir si c'est duplicable. Ce qui a été fait à Challans pour voir si c'est duplicable à la Motte-à-Char ou pas. Très bien. En tout cas, on remercie l'Office du tourisme du Pays des Achards d'avoir posé cette question et on les invite à se connecter dans quelques semaines, d'ici mi-décembre, sur notre site. Quand on publiera, on mettra en ligne le compte-rendu. Ça leur permettra de retrouver les infos, puis on prendra soin de leur communiquer directement peut-être les éléments de réponse lorsqu'on les aura. Je pense qu'on a épuisé les questions qui ont été posées par nos usagers et nos internautes. Vous confirmez, Madame Sybille Bossard ? Oui, pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions arriver en ligne. Enfin, je jette quand même un coup d'œil, on ne sait jamais. Non, ah si, mais il y en a une qui vient d'arriver. C'est un remerciement pour remercier pour cette diffusion live. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux internautes ? Je vous propose par exemple de diffuser une vidéo grâce à laquelle vous allez mieux comprendre comment est rénové et modernisé le PEM, pôle d'échange multimodal de Montaigu.
Oui, je vais donc là dans les 2 secondes qui viennent, on va surtout parler un peu du pôle d'échange multimodal de Montaigu. Je crois que c'est un projet intéressant. Donc on va montrer une slide avec l'ensemble des travaux sur la région, mais on va plus particulièrement parler des travaux d'UPEM de Montaigu. La parole à Monsieur Brancourt. Je passe la parole à SNCF Réseau qui va nous dire comment avancent ces travaux sur Montaigu, un chantier important. Et puis peut-être nous donner quelques infos sur les autres travaux qui sont en cours sur le secteur de la Vendée. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, donc ce slide, il y a 3 chantiers principaux qui se déroulent sur ce secteur. Je vous ai parlé tout à l'heure de Nantes-Bordeaux. J'avais juste une petite précision pour Nantes-Bordeaux, pour ajouter qu'il y a un sujet passage à niveau qui n'est pas négligeable, puisqu'il y a près de 70 passages à niveau sur cette ligne. Donc c'est une gestion qui est assez complexe. Et nous avons mis en place pour ce faire sur notre site internet une cartographie interactive que chaque riverain peut consulter régulièrement pour connaître les dates de fermeture temporaire des passages à niveau. C'est, je pense, une expérience qui est appréciée. Vous pouvez donc retrouver cette carte interactive en cliquant sur le bpl.sncf-réseau.com, bpl.sncf-réseau.com. Je pense que ce n'est pas inutile, vu la gestion très conséquente de ces fermetures de passage à niveau. Pour parler de Montaigu, donc, il y a 2 chantiers sur Montaigu. Le chantier du pôle d'échange multimodal, qui consiste à construire majoritairement donc, un passage souterrain et à aussi effectuer des travaux de quai. Et puis, à proximité de la gare, la construction d'un pont-rail, c'est-à-dire une voie routière qui passe sous les voies ferrées. Ce sont des travaux très conséquents, comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo pédagogique que Michel a diffusée. Ces travaux conséquents auront pour conséquence donc un certain nombre, 4 week-ends travaux avec interruption des circulations ferroviaires entre décembre. Alors, le premier de ces week-ends travaux aura lieu en décembre 2020 et le dernier en août 2021. Donc, on aura le temps de communiquer sur ces week-ends travaux. On le fait par l'intermédiaire de la presse, on le fait par l'intermédiaire du site internet. Donc, les habitants les habitants et les voyageurs seront informés. Ce premier week-end travaux en décembre, donc du vendredi 11 décembre au dimanche 13 décembre, nous permet de mettre en place ce qu'on appelle les tabliers auxiliaires. Vous avez vu sur la petite vidéo, ce sont, pour faire très simple, de très grosses poutres d'acier qui permettent aux équipes ensuite, une fois posées, de pouvoir creuser, terrasser, creuser, enlever la terre pour pouvoir construire la trémie routière. Voilà, donc ça c'est le premier week-end 10 coups de poing dans notre jargon ferroviaire qui aura lieu en décembre 2020. Donc ça c'est pour Montaigu. Le troisième chantier, qui est un plus petit chantier, mais qui va aussi avoir quelques conséquences, c'est un reliquat du chantier qui s'était déroulé entre Nantes et La Roche-sur-Yon. Il restait une partie à terminer sur le secteur de Vertou. Donc c'est ce qu'on appelle un renouvellement voie et ballast, donc un renouvellement complet de voie sur la voie 1. Il est quand même pas négligeable parce qu'il impactera aussi de nouveau les passages à niveau numéro 1, 2 et 4. Les riverains les connaissent bien, notamment le numéro 2 qui est sur la route de Clisson, qui est très important. Donc cela nécessite une concertation pour essayer au maximum de le fermer uniquement la nuit pour préserver les circulations. Voilà, donc c'est un chantier court qui a lieu de septembre à fin décembre 2021, mais avec des conséquences donc, sur ces passages à niveau. Voilà pour le secteur. Donc, ce sont des chantiers très importants, conséquents et dont on est plutôt fiers. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vois que nous arrivons au terme de notre comité de ligne en ligne. C'était une première expérience que nous avons menée et je vous donne rendez-vous pour le prochain comité de ligne qui sera toujours à distance via notre chaîne YouTube de la région Pays de la Loire et qui se tiendra le 10 décembre prochain à la même heure, 19h que ce soir. Et en attendant, donc le secteur de ce prochain comité de ligne du 10 décembre, c'est le secteur périurbain nantais. Donc un secteur proche de celui que nous avons vu ce soir et qui
qui révélera beaucoup d'actualités, je pense. D'ici là, je souhaite à tout le monde une bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc le 10 décembre prochain à 19 h. À bientôt. Merci beaucoup.